vous remercions d'honorer cette rencontre par votre présence et nous remercions chaleureusement Serge Legrandval d'avoir choisi la ludomédiathèque de la Cano pour présenter son ouvrage, donc Les eaux dangereuses. Serge Legrandval, vos nombreux centres d'intérêt vous ont donné plusieurs cordes à votre art. Diplômé de l'école des arts appliqués du Perret, après avoir étudié les arts à Paris à l'atelier du peintre Pierre Farret, votre attirance pour l'ethnologie vous a incité à prendre également des cours en auditeur libre sur l'Amérique précolombienne à l'université Paris 7. Dans les années 80, vous vous initiez à l'écriture de scénarios en parallèle au poste de directeur artistique pour la publicité à Toulouse. Puis dans les années 2000, à Bordeaux, vous vous consacrez au métier de concepteur-rédacteur dans une agence de publicité. C'est aussi dans les années 2000 que l'écriture semble être devenue pour vous une évidence. Après votre premier ouvrage, Toulouse-Bordeaux, l'un dans l'autre, un essai paru en 2005, vous avez enchaîné avec l'écriture d'un roman Les îles de Santal, publié en 2011. Ce livre sur les îles Marquises, ainsi que La part du requin, publié en 2015, témoigne de votre passion pour la culture du Pacifique. Et avec la trilogie La rive sombre de l'Èbre, Reconquista et Un oubli sans nom, vous vous rapprochez de vos origines, celles de vos grands-parents républicains espagnols qui ont quitté l'Espagne franquiste pour se réfugier en France en 1939. Votre immersion dans une quête identitaire s'exprime aujourd'hui en revenant à votre passion pour la culture du Pacifique. Avec Les eaux dangereuses, l'ouvrage qui fait l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Les eaux dangereuses est un roman à 3 voix. 3 personnages principaux qui sont amenés à se rencontrer en Nouvelle-Zélande au gré des événements de leur parcours chaotique. Lisa, une psychologue franco-anglaise, éprouvée par une relation maritale toxique, décide de disparaître en Nouvelle-Zélande. Elle y croise le chemin de Tainui, un marquisien tatoueur, ancien légionnaire, qui lui fuit la justice. Leur relation éphémère sera déterminante dans le déroulement de votre histoire. Et puis il y a Ryan, non moins chahuté par la vie, un enquêteur privé missionné par Paul, le mari de Lisa. Ce dernier, aux prises avec son comportement déviant, ne supporte pas que son épouse lui échappe. Alors au-delà de la captivante course-poursuite qui va s'engager entre les protagonistes, votre roman est une sorte de kaléidoscope qui met en scène des univers à la fois philosophiques, culturels, historiques, identitaires. Avec une écriture fluide et efficace, votre roman nous happe dès les premières pages pour nous entraîner avec un suspense parfaitement maîtrisé dans une palette d'émotions aussi intense que variée. Alors Serge Legrandval, je n'ai fait qu'esquisser votre histoire de vie, et ma première question va peut-être vous donner l'occasion de nous en dire un petit peu plus. Quels sont les éléments de votre parcours, pour le moins riche et éclectique, qui ont le plus influencé l'écriture de ce roman? De ce roman-ci en particulier. De ce roman-ci en particulier, oui. Car c'est de celui-ci dont nous parlons aujourd'hui. Trop bonne. Ça, c'est quoi? Eh bien, c'est une bonne question. Merci. Je vais essayer d'y répondre. Je suis depuis très longtemps, j'ai été très jeune attiré par l'insularité. Je pense que je me percevais un peu comme un insulaire imaginaire. J'ai beaucoup lu sur le Pacifique. Dès l'âge de 12 ans, je voulais acheter une île du Pacifique. J'avais écrit à l'ambassade des îles Tonga à Londres. Je me portais à cœur d'une île que j'avais repérée sur un atlas. Belle ambition. Voilà. J'ai jamais eu de réponse malheureusement, sinon aujourd'hui peut-être j'aurais une résidence insulaire. Donc voilà, donc j'ai été un peu obsessionnel, on pourrait dire, hein, des îles. Je pense que ça correspondait à une image que je me faisais d'une aventure que j'avais traversée. Et je me suis particulièrement intéressé aux îles Marquises parce que ce sont les plus insulaires des îles du Pacifique, ce sont les plus isolées. Voilà.
dramatique puisque suite à l'arrivée des Français, la colonisation, l'acculturation, les maladies importées, etc., la population est tombée de 80 000 à 2 000. Donc les Iroquois ont perdu 95% de leur population et une très grande part de leur culture. Donc en fait, voilà, il y a un oubli généralisé et une perte irrémédiable. Et ça, c'est quelque chose qui fait écho, pour répondre à votre question, à mon propre vécu, à mon propre ressenti, parce que moi j'ai aussi eu le sentiment d'une perte irrémédiable. Parce que voilà, ma famille espagnole et toutes les péripéties qui se sont suivies, puisque j'en ai été séparé très jeune. Donc en fait, je n'ai jamais tout à fait réussi à recoller les morceaux. Cette famille, je l'ai retrouvée extrêmement tardivement. Donc voilà, j'ai toujours été habité par ce sentiment de perte. Et voilà, nous retrouvant face à une population qui a vécu de façon collective cette même perte, ça m'a donné envie, enfin, moi qui ai une capacité d'empathie assez importante, ça m'a donné envie de me projeter un peu dans ce... Enfin, en tout cas, de me projeter dans ces îles et de raconter en fait voilà, ce que j'avais vécu individuellement, qu'est-ce que ça peut donner collectivement. Mon intérêt pour les marquises, et raison pour laquelle, donc, si on en vient à cet ouvrage, Les eaux dangereuses, c'est la question de qui on est, qui suis-je. Ça, c'est une question qui m'a quand même beaucoup taraudé. Qui suis-je? Et les Marquisiens peuvent se le demander aussi. Et puis les Maoris de Nouvelle-Zélande, alors ils vont moins se le demander parce qu'ils sont plus nombreux et ils ont moins perdu que les autres, justement grâce au nombre. Mais ils sont quand même plus que 20% à parler de la langue maori. Ils ont perdu eux aussi 95% de leur terre. Donc, c'est un combat, c'est toujours un combat, l'identité. Qui suis-je? Pour un Marquisien, c'est reconquérir cette culture voilà, qui s'est délitée. Chez les Maoris, c'est un combat quotidien, encore aujourd'hui, pour que les droits qu'ils ont réussi à maintenir soient toujours respectés. Donc voilà, c'est une question qui m'a toujours traversé. Et puis, donc c'est un des éléments du kaléidoscope de ce livre, c'est la question. Merci. Alors moi je vais rebondir dessus justement, parfait pour la transition, je vous remercie. Donc vous êtes le petit-fils d'immigrés espagnols qui ont connu la guerre d'Espagne, et dans vos romans précédents comme dans celui-ci, vous dénoncez justement la persécution, les terres volées, le peuple en exil, et donc la question de l'identité, c'est la clé de voûte de votre écriture, et d'ailleurs vous avez dit que nous sommes tous des produits de l'histoire. Et chacun de vos personnages est à la recherche de ses racines, et il remonte le fil de l'histoire avec un grand H. Donc la question que je vais vous poser, c'est est-ce que pour vous, l'histoire individuelle, elle trouve sa force ou ses limites dans l'histoire collective? Justement, la question de l'identité, d'être dans la globalité, comment vous la situez? Effectivement, l'histoire collective, on dit, on peut dire que c'est l'histoire avec sa grande H, hein, l'histoire qui peut nous couper en morceaux. En fait, j'ai beaucoup installé mes romans dans des périodes historiques particulières, des périodes de basculement, des périodes un peu chargées, dramatiques, parce que c'est à ces périodes-là, en fait, que l'on comprend mieux la psychologie individuelle, et comment moi, individu, je me positionne par rapport à un événement qui me dépasse, et dans lequel il y a des enjeux lourds. Et comment voilà, quelle est ma loyauté, comment je me positionne par rapport à un événement comme ça, dans ces rapports de force, est-ce que je résiste, est-ce que je m'oppose, ou est-ce que je m'arrange, est-ce que je cherche mon confort. Et les personnages
aussi bien les personnages des romans espagnols que ceux-là, en fait, sont souvent des personnages qui sont ambivalents. Enfin, parce que c'est parfois simple, enfin, tout dépend de la personnalité. Par exemple, là, on a deux personnages masculins qui sont assez campés. On a un personnage masculin qui est plutôt la figure du sauveur, l'autre qui est plutôt dans l'ambivalence. Et il y a le troisième personnage qui est plutôt le prédateur. Et ils ont quand même chacun une complexité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas que l'élément prégnant. Mais ils sont. Là, on n'est pas dans un événement historique particulier, on est plutôt dans une situation du moment particulier. Puisque effectivement, ils ont tous des ennuis, ces gens. Cette femme, voilà, elle est traumatisée par un événement qui l'a complètement déstabilisée. Et donc, du coup, elle se demande si sa vie a encore un sens. Donc, elle choisit de disparaître et d'être dans une espèce d'errance dépressive. Le mari qui cherche à la récupérer donc, a engagé un enquêteur qui lui-même a une histoire familiale qui est plutôt un échec. Et ce qui l'a amené en fait dans une espèce de spirale à se retrouver dans une difficulté financière. Et puis donc en fait il faut qu'il reconstruise à la fois son assise et puis les liens qu'il a, ses liens familiaux. Et puis ce personnage de Tainui qui, alors, là où je retrouve mon marquisien, qui est quelqu'un qui a été aussi, comment dire, qui a vécu voilà, une espèce de jeunesse un peu chaotique et qui a voulu se structurer, qui a voulu devenir un guerrier en pensant que ça allait le renforcer. Alors effectivement, c'est devenu quelqu'un de courageux, mais en même temps, c'est toujours quelqu'un qui enquête de quelque chose qui irait au-delà du courage. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas eu tellement accès aux sentiments. Donc voilà, donc lui, comme les autres personnages, chacun a une sorte de challenge personnel qui va au fil de cette histoire il va se trouver face à des choix. Je me perds dans la réponse. Là, Il faut savoir en fait si effectivement, ils sont chacun dans leurs problèmes individuels, comme vous dites, mais ils sont ancrés dans une perspective en fait collective par rapport à leur histoire. Par exemple, on a Tainui qui lui, marquisien avec tout ce qu'il y a derrière, mais on a quand même Ryan qui est aussi issu d'eux, avec son histoire à lui, mais qui s'inscrit aussi dans une histoire plus grande que lui, puisqu'il démêle aussi des fils finalement de choses. Et après, effectivement, Lisa qui est un petit peu à part, c'est un choix volontaire de venir là et de s'inscrire dans cette histoire. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé ça super intéressant, cette façon d'inscrire leur démarche individuelle dans cette histoire collective, justement, pour avancer. Effectivement, chacun est pris dans une histoire plus large que lui, puisque Lisa, qui vient d'une petite ville du Nord, elle vit en Nouvelle-Zélande parce que cette ville du Nord est liée à l'histoire de la Première Guerre mondiale, à la libération de sa ville par des Néo-Zélandais, des Maoris. Donc il y a tout un imaginaire des libérateurs, donc un lien en fait, qu'elle va renforcer en partant de Nouvelle-Zélande justement à la rencontre de ce pays et qui est très fantasmé. Tainui qui va se rendre compte de la proximité qu'il peut avoir avec les Maoris, puisque ce sont des Marquisiens, comme les Maoris font partie de ce grand peuple polynésien du Pacifique, séparés par les nations colonisatrices. Donc il y a peu de liens. En fait, les liens sont des liens qui sont reconstruits entre ces peuples, et la Nouvelle-Zélande et les Marquises sont très très éloignés géographiquement, et pourtant la langue est la même, quasiment. Et quant à Ryan,
histoire plus ou moins grande. Et en fait, il y a des choses qu'on ignore et qui néanmoins nous animent. Des histoires transgénérationnelles à laquelle on développe des fidélités sans même le savoir. Alors, votre livre est un ouvrage qui illustre bien le fait que nos existences et nos actions sont en partie déterminées par notre généalogie, mais également par la représentation que nous en faisons. Lisa, Tainui, je ne sais pas si je le prononce bien, et sont dans une période donc charnière de leur vie que vous faites interagir dans les impliquant dans les événements historiques, comme vous l'avez souligné. Ils se retrouvent tous en situation de fuite pour s'évader de leur asservissement, des chaînes qui leur ont été imposées. Serge Grandval, pensez-vous que la fuite, qui est un élément clé quand même de votre récit, puisse être un moyen d'échapper au déterminisme, si tant est que l'on puisse échapper à nos déterminismes? Dans les années 80, j'avais lu un livre qui m'avait beaucoup marqué, d'Henri Laborie, qui s'appelle Éloge de la fuite. Ah oui. La fuite comme justement solution quand l'action, quand l'affrontement est trop difficile et que l'inaction en fait cause des ravages intérieurs. Enfin, le fait de supporter une situation, on ne peut pas l'affronter, on ne peut pas la supporter. Qu'est-ce qui reste? La fuite. La fuite, c'est la solution de survie. Je pense que j'ai appliqué la solution de Laborie pour ces personnages. Effectivement, quand je pense que le déterminisme, je pense qu'il y a des façons de... Je ne sais pas si on peut tout à fait y échapper, enfin je pense que quand même ça fait partie des combats d'une vie, d'échapper à ça. Mais la fuite, je pense que mon écriture, je pense de façon globale, c'est quand même une écriture de la reconstruction. Une écriture du lien. Je pense que dans tous les bouquins, il y a toujours question de rétablir du lien. Et il est toujours question de réparer quelque chose qui s'est brisé. Et le Pacifique, pour ça, beaucoup d'Occidentaux sont partis dans le Pacifique pour, après des problèmes dans leur vie, et en essayant, parfois de façon illusoire, de se rebâtir une vie sur les tropiques. Donc c'est un lieu mythique. Donc je pense que Lisa, elle est à la poursuite d'un mythe, puisqu'en fait, dans son village, enfin dans sa petite ville de Kanoa, là, les Néo-Zélandais, les Maoris, c'est auréolé de tout un souvenir glorieux. Et donc, elle va partir voilà, sur les traces de Smith, sans trop savoir ce que ça peut donner. Tainui, qui lui, en fait, est quelqu'un qui ne supporte pas l'enfermement, il a une phobie de l'enfermement, donc il ne peut pas imaginer se faire arrêter, se faire emprisonner. Donc là aussi, de son côté, la fuite, c'est quelque chose qui peut être imaginé comme temporaire ou comme une solution définitive. J'avais envie, quand j'ai la première idée de ce roman, c'était d'imaginer qu'est-ce que c'est que la disparition. Pourquoi est-ce qu'on veut disparaître? Comment on s'y prend et qu'est-ce que ça donne une disparition dans un individu? Comment on la ressent? Comment on gère cette rupture des liens avec tout un environnement social? Donc voilà, j'ai exploré la disparition comme ces ruptures, comme
Ça pouvait être Voilà. une réponse. Voilà, justement, cette fuite, voilà. Comme la fuite, ça pouvait être une possibilité de Merci. Moi, je vais rebondir. Alors, vous avez un peu répondu à ma question. C'est le ping-pong. Non, mais c'est pas grave. C'est tous les personnages en fait qui se croisent, ils ont des questionnements et justement il y a cette importance du lien dont vous parlez. Et en fait la question c'était dans tous vos romans en fait les personnages ils se lient très facilement à d'autres personnes. Il y a plein de rencontres en fait qui se font. Et est-ce que justement pour se reconstruire il faut passer par ce tissage du lien? Est-ce que l'autre être en interaction avec l'autre pour se reconstruire soi-même, c'est vraiment nécessaire? Je pense qu'on ne peut pas se reconstruire seul. Je pense que l'autre est absolument indispensable. Nous sommes sociaux, donc nous avons toujours besoin des autres. Donc je pense que s'il n'y a pas l'autre, il n'y a pas de reconstruction possible. Ça devient un isolement et ça devient dramatique. Donc oui, je pense que les interactions sont essentielles et la restauration de liens ou la création de nouveaux liens, c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir aller au-delà des malheurs et des ruptures et des traumas. Et voilà, c'est à la fois la bienveillance de l'autre et puis aussi le fait de trouver dans l'autre ce qui manque, quelque chose qui manque à soi-même. Dans le premier roman que j'avais écrit, Les îles du Santal, il était question de deux personnages qui étaient tous les deux en rupture. C'est quand même difficile de m'en sortir. C'était la rencontre de deux populations qui ne pouvaient pas se comprendre, parce qu'ils ne parlaient pas la même langue, ils n'avaient pas la même culture. Donc c'était un équipage de marins de Bordeaux et les Martésiens, donc ils voyaient les premiers bateaux arriver sur leur côte. Donc en fait, entre des gens qui étaient dans la pensée magique et les autres qui étaient dans la pensée occidentale de venir faire un commerce plutôt de prédation, enfin profiter de tout ce qui c'était sans parler la même langue, donc c'était à peu près impossible. Et dans cette impossibilité de communication, il y avait en fait deux personnages qui se rencontrent parce que chacun cherche quelque chose de profond et va le trouver dans un autre sans forcément besoin en tout cas sans forcément besoin de la parole immédiate. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a un système de puzzle qui fait qu'on peut trouver une pièce qui fait complément. Ouais, comme une moitié d'orange de Platon, il faut aller dans ce complète. Merci beaucoup. La vie est un complot de hasard. J'ai beaucoup aimé cette citation de Milan Kundera en préface de votre livre. Elle nous imprègne d'entrer dans l'atmosphère que vous instillez au fil du récit par petites touches. Il y a une progression. Vous donnez l'histoire de chacun par petites touches. Vous nous tenez vraiment en haleine. Vos trois personnages semblent être ballottés au hasard des rencontres et des événements, embarqués malgré eux, presque dans une sorte de parcours initiatique à la mesure de leurs épreuves respectives. Alors dans leur cheminement, ils sont confrontés à un moment ou à un autre à l'océan. Nous ne pouvons pas ne pas en parler. Nous sommes au bord de l'océan qui symbolise la mer nourricière, source originelle de toute vie, mais aussi l'inconnu, le danger et le mystère. Ils peuvent s'y perdre comme s'y ressourcer. Ça, on le retrouve bien dans votre roman. Et votre ouvrage est divisé en 3 grands chapitres qui sont l'océan, donc les ancêtres et le recommencement. Une tripartition que je perçois comme une progression pour amorcer le passage des personnages vers une nouvelle vie. Et vous avez un petit peu répondu précédemment à la question que je voulais vous poser. Selon vous, est-il nécessaire de partir pour réaliser une renaissance? L'éloignement physique et le changement de langage sont-ils des conditions au recommencement? Ou est-il possible de tout recommencer en restant ici?
canot océan, à la Par canot guide. exemple, moi je suis originaire de la Canocéan. Et... Non, mais il a fait que je parte. Ouais, je pense que c'est difficile de changer radicalement, sans changer de lieu. Je pense que le lieu, il est chargé de tas de choses. Le lieu, il est chargé des gens qu'on connaît, voilà, de l'enracinement familial, de tout ce qu'on sait de vous. Nul des prophètes en son pays. Exactement. Tout ce qu'on sait de vous et en fait, tout ça, ce sont des handicaps. Voilà, ça fait un poids qui fait que il faut forcément partir pour réinventer quelque chose. Mais je voulais rebondir sur l'océan. C'est vrai que entre l'océan de Lacanau et l'océan néo-zélandais, il y a vraiment une parenté, évidemment, que ce ne soit pas les mêmes mers. Il y a cette brutalité, cet océan violent, nourricier. Et ce qui est particulier dans l'océan néo-zélandais, c'est qu'il est plein de mythologie. Parce que la présence maori fait que tout le paysage, tout l'environnement de ces îles, en fait, est plein de légendes, est plein de mythes, de dieux, de hauts faits, etc. Et l'histoire commence au Cap Nord de la Nouvelle-Zélande. Et ce Cap Nord, c'est un endroit où les âmes, les esprits des morts plongent pour aller rejoindre le pays des morts qui se trouve sous l'océan. Ça, c'est ce qu'on appelle le Hawaii. Donc, je ne crois pas que ici, en l'année, on va arriver au pays des morts. Non, on peut mourir à l'océan. On peut juste y mourir. Voilà. Je pense qu'il devait y avoir sans doute autrefois aussi des tas de légendes et de mythes concernant l'océan ici. Parce que c'est quand même voilà, c'est une respiration, une présence. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu donner une importance particulière à l'océan là-bas. La couverture est Importance pour le personnage principal, Lisa, parce que Lisa, en fait, elle ne se sent bien que dans l'eau, que dans l'océan, que dans le profond de l'océan, là où c'est le plus foncé, le plus dense. Et c'est cette profondeur qui l'apaise, et qui peut aussi la faire disparaître. Elle a failli s'y perdre un peu plus s'il n'y avait pas d'histoire, s'il n'y avait pas eu de continuité après la première page. Voilà. Ce qui nous ramène au hasard. Ouais. Parce que Le hasard est une notion que j'aime beaucoup. Que serait une vie sans le hasard? Voilà. Alors, moi, j'ai expérimenté personnellement la puissance du hasard. Ah ouais. J'ai fait dans ma vie des rencontres tout à fait improbables par le hasard. Et comme dit Kundera, la vie est un complot de hasard. J'aime bien cette façon parce que c'est un oxymore, ce sont deux contraires, parce qu'un complot c'est quelque chose qui est lié à la volonté, le hasard c'est justement tout le contraire. C'est très complexe la notion de hasard. On dit souvent il n'y a pas d'arme ici. C'est complexe. Mais le hasard c'est lancer une pièce en l'air et puis elle retombe sur un côté ou sur l'autre. Voilà. Il y a un film qui est très bien, qui montre bien ça, un film de Woody Allen qui s'appelle Match Point, où voilà, la balle tombe d'un côté ou de l'autre, une pièce de monnaie. Ouais, mais il faut avoir joué. Et voilà, mais il faut. Voilà. Donc le hasard, on va le chercher. Le hasard, on le provoque. Voilà. C'est sûr qu'en restant chez soi, il ne se passera pas grand-chose au niveau du hasard. Mais ça ne sera pas les mêmes enjeux, la même puissance, le même basculement. Et effectivement. Il y a moins de place au hasard. Voilà. Si Tainui se retrouve à cet endroit-là, au début de l'histoire, sur ce cap, qui lui rappelle un cap de son île, si cette femme va se baigner là, voilà, c'est une coïncidence. Ouais, voilà, exactement. Mais, J'aime beaucoup là.
voit bien cette notion de hasard qui, moi, me plaît. Merci beaucoup. Ouais, je voudrais vous parler de Lisa justement. Chez Lisa, l'émancipation est physique par l'éloignement géographique, puisque donc elle part en Nouvelle-Zélande justement pour quitter la situation oppressante qu'elle vit, mais aussi par la réappropriation du corps. Parce qu'en fait, on voit un contraste entre Lisa qui est manipulée en France et Lisa qui est maîtresse de ses décisions quand elle arrive en Nouvelle-Zélande. Par exemple, je pars sur la base de la sexualité, vous décrivez des rapports inégaux avec son mari en France justement, donc elle est un objet en fait pour son mari, alors que quand elle arrive en Nouvelle-Zélande, son premier acte presque, c'est de donner son corps de façon volontaire à Tanui qu'elle ne connaît pas. Donc en fait c'est quand même surprenant comme contraste, et est-ce que justement être dans l'affirmation de ses envies, de ses besoins, c'est une façon pour elle de se sortir de son statut de victime et de recommencer une reconstruction? Oui. Affirmative. Je pense que cette femme, elle est profondément blessée. Et je pense qu'au début de l'histoire, en fait, c'est comme si en fait elle s'était dissoute dans cette histoire, dans l'histoire qu'elle fuit, et que sa seule façon de se reformer, c'est effectivement de s'éloigner. Mais je pense qu'au début de l'histoire, en fait, elle ne sait plus vraiment grand-chose d'elle-même. Elle ne sait plus, sait plus ses désirs. La seule chose, comme je le disais, en fait, la seule chose qu'elle parvient à faire, c'est s'allonger dans le sable et plonger dans l'eau. Et puis aussi jouer avec les limites. Parce que se mettre en danger, et sans trop savoir en fait ce qu'elle va en faire de ce danger-là. Quand elle va se baigner dans les alentours du Cap, en fait, elle ne sait pas si elle a envie de revenir ou si elle n'a pas envie de revenir. Elle ne sait pas quand Tainui va la chercher, si elle est contente ou pas contente de se faire sauver. Elle peut même lui en vouloir de la déposséder de son désir de disparaître complètement. Donc elle n'est pas du tout au clair avec ce qu'elle veut, en fait, elle est perdue. Mais c'est peut-être la vertu de l'océan, de cette violence de l'océan. À plusieurs reprises, c'est mentionné, l'océan qui justement porte en lui cette dualité de la mort et de la vie, de l'extrême danger et à la fois de la vie, enfin, parce que c'est vraiment un lieu de vie extraordinaire, que d'avoir frôlé cette mort, et cette mort glacée, parce que l'eau de Nouvelle-Zélande, elle n'est pas chaude. Enfin, ici, pas toujours non plus. Mais voilà, d'avoir frôlé cette mort et de se retrouver avec cet homme voilà, complètement inattendu. Ben, en fait, je dirais que là, c'est plutôt quelque chose d'instinctif. C'est plus on va loin dans le négatif, plus tout d'un coup le retour de balancier remonte vers une espèce de pulsion de vie après la pulsion de mort. Voilà. Donc, en fait, c'est peut-être la première étape de son chemin à elle, c'est de retrouver la pulsion de vie sans trop savoir non plus ce que ça veut dire vraiment. Enfin, Oui, se laisser guider par voilà. l'immédiat. Voilà. Et puis, mais c'est aussi sur l'océan. Bon, faut pas trop que je raconte l'histoire quand même. Bah non, enfin, moi, je la racontais déjà trop. Hein. À un moment donné, elle va se retrouver aussi dans une autre situation face à l'océan. Et là, elle aura plus du tout envie de plonger dedans. Parce que du coup, elle sentira vraiment le côté, voilà, le côté la mort qui l'attend, si elle y va.
Et en fait, elle aura déjà passé un chemin qui fera qu'elle ne sera plus du tout dans ce dessin. Alors, les traditions ont une place importante dans votre roman, notamment lors de l'évocation des tatouages, qui semblent être une façon d'ancrer AN et d'ancrer EN, l'identité, voire le langage des peuples maoris et marquisiens avec une approche du surnaturel. Alors, je vais en lire un extrait. Au grésillement des machines à tatouer se superposent les rythmes reggae et les chœurs fervents du groupe Kamanu. Allongé sur la table de tatouage, le candidat au mana marquisien serre les dents, alors que les aiguilles de Tainui atteignent une zone de peau plus fine entre le pectoral et l'épaule. Dans le miroir en diagonale, il peut observer, lorsqu'il relève son outil, l'expression de Thelma, concentrée, elle, sur l'exécution des courbes d'un tatouage facial Moko Kanoi, l'un des plus douloureux. Il se remet à l'œuvre, l'esprit encore bercé par les paroles du rituel qu'elle a chanté tout à l'heure, avant de commencer son travail. Ce tatouage est une étape de ta vie, a-t-elle expliqué au jeune homme allongé. Une étape importante. Jusqu'à maintenant, tu avais le visage que ta mère t'a donné. Aujourd'hui, tu vas changer. Tu ne redeviendras jamais comme avant. Je vais chanter pour accompagner ton passage. Tous les tatoueurs ici respectent ce bref cérémonial institué par Thelma, qui apporte un sens et une valeur symbolique au geste de marquer les corps de façon indélébile. Alors, vos personnages sont comme, moi je les vois comme des pantins dont les ficelles sont tirées par la magie des traditions et la psychologie. Votre livre est en quelque sorte la rencontre du surnaturel et de la psyché. Alors, Serge Le Grandval, qu'il s'agisse d'évolution personnelle ou civilisationnelle, mettez-vous ces deux puissances en rivalité ou en complémentarité? C'était justement un des projets de ce livre, qui était de faire se rencontrer la pensée magique et la pensée psychanalytique, puisque Lisa, c'est une psychologue. Donc il s'est beaucoup intéressé à une thérapeute d'enfants. Donc elle a travaillé sur l'inconscient et la pensée magique des Maoris comme des Marquisiens, c'est une pensée qui elle, en fait, qui explique tout, qui explique toute chose par une volonté extérieure. Donc c'est un tout autre système, mais ça n'est pas moins intéressant et je veux dire, la rencontre des deux est vraiment donne des résultats surprenants dans cette histoire. Mais la pensée magique, c'est justement l'anti-hasard, c'est-à-dire que le hasard n'existe pas, c'est toujours la volonté de l'esprit. Si franchement, et si dans le chemin, c'est quelque chose. Donc voilà, en ce qui concerne les tatouages, alors le tatouage, c'est vraiment quelque chose qui est commun à tous les peuples du Pacifique. C'est le fait c'est une explication de l'univers, une explication du monde, du sens de la vie. Enfin, c'est quelque chose de très profond et qui est exprimé dans des motifs, puisqu'en fait, ce sont des peuples qui n'ont pas l'écriture à l'origine, mais par contre, tous ces motifs ont une signification et tous ces motifs racontent quelque chose ou invoquent quelque chose. Donc ils invoquent la protection, le courage à plusieurs, la solidarité, un haut fait, une lignée, voilà, un don pour faire quelque chose. Et ils sont tous, ces motifs sont porteurs de mana. Le mana, c'est la force magique. Donc, que ce soit les Marquisiens comme les Maoris, qui ont des systèmes de motifs très différents, mais enfin qui fonctionnent de la même façon, voilà, on peut lire sur la personne en lisant ses tatouages, d'où il vient, qui il est, ce qu'il a fait,
qu'il a envie de devenir. Voilà, quelles sont ses protections, quelles sont ses aspirations, etc. Et donc, ce qui était intéressant sur cette petite scène-là, c'est de montrer que les Maoris ont gardé ce rapport au mana, ce rapport à la force magique. Ils ont gardé des rituels, et ce qui donne d'ailleurs, je trouve, une poésie particulière au pays, parce que voilà, leur légende et leur mana est partout en Nouvelle-Zélande. Donc sans les Maoris, ça serait juste l'Angleterre et l'hémisphère sud. Mais avec eux, ça fait un monde tout à fait extraordinaire. Mais le tatouage n'est-il pas une façon d'enfermer la personne, justement, dans son passé et dans son éventuel futur? Avez-vous eu vous-même envie de vous faire tatouer? Bien sûr. Je me suis fait tatouer aux Marquises et en Nouvelle-Zélande. Je peux difficilement revenir de ces endroits dans lesquels j'étais tant investi sans en faire marquer. Mais on revient sur le tatouage, on revient à l'idée d'identité. Se faire tatouer, c'est affirmer qu'on fait partie de ce groupe, qu'on est héritier de cette histoire. Pardon? C'est clanique, ça. Oui, c'est cruel. Parce que chaque les Maoris sont divisés en grandes tribus, qui sont divisées en sous-tribus, et il y a des motifs particuliers dans chaque groupe. Et donc, se tatouer, c'est affirmer sa fidélité, son héritage, sa lignée, etc. Et c'est quelque chose. Je voulais aussi faire cette scène pour montrer que voilà, les Maoris qui ont su conserver cette part de leur culture, c'est à contrario des Marquisiens qui, eux, l'ont perdu. Les Marquisiens, ils avaient vraiment tout perdu. C'est une toute petite population, les Marquisiens. Ils sont même pas 10 000. Sur des îles qui sont un peu dispersées. Et les Marquisiens, avec la christianisation, en fait, on leur avait interdit le tatouage. Ils ne pouvaient plus se tatouer. Ils ne pouvaient plus danser, chanter, se tatouer. Leur culture avait été prohibée par les évêques catholiques, les missionnaires. Un génocide culturel. C'est encore des Écossais, hein. Voilà. On peut les rapprocher des aborigènes d'Australie. Oui, tout à fait. Mais comme c'est une petite population, c'est assez facile, au bout d'un certain nombre de décennies, que tout ça se disparaisse. Et donc dans les années 70, plus personne ne se tatouait, et l'essence des tatouages avait été perdue. Et il a fallu la renaissance, disons la renaissance et le combat des Maoris, qui a été un peu exemplaire, vous savez, les autres peuples du Pacifique, comme pour les Marquisiens, pour inciter dans les années 80 les Marquisiens à reconquérir tout ce qu'ils avaient perdu. C'est leur langue, qui n'était plus parlée, les danses qui avaient été oubliées, ils ne dansaient plus. Donc il fallait retrouver les danses collectives dont quelques vieux se souvenaient, réinventer des danses sur la base de pas, avec des récits qui pouvaient avoir. Parce que c'était surtout oral, c'était une tradition orale qu'il a fallu retrouver. Donc les Marquisiens aujourd'hui, qui ne se tatouent plus du tout, en fait, se remettent à se tatouer de façon spectaculaire. Ils se tatouent tout le corps, le visage compris. Donc et les jeunes, les jeunes de 30 ans se retrouvent tatoués des pieds à la tête, alors que c'était considéré comme diabolique par les missionnaires jusqu'aux années 80. Donc mais les Marquisiens n'ont plus ces rituels, n'ont plus ce côté mana, etc. Donc en fait, il faut tout réinventer, mais ils sont pleins d'énergie, et donc en fait, c'est pour ça que j'avais envie de faire se rencontrer ce petit peuple acculturé avec ce peuple dépossédé, mais qui a gardé des traditions, parce qu'en fait, s'il y a un côté vase communicant, les uns vont chez les autres essayer de se refaire une inspiration pour récupérer cette propre. Aujourd'hui, alors on voit beaucoup
à la télé néo-zélandaise, des présentateurs, des journalistes tatoués sur le visage. Et les femmes, notamment les femmes, elles tatouent les lèvres et le menton. Et c'est quand même assez présent. Une revendication, en fait. Il y a un Ouais. de tout ce qui leur a été volé, ils revendiquent plus fort aujourd'hui, justement. C'est une revanche. Ouais. Une revanche Ouais, voilà. justement sur le déterminisme colonial. Ah, absolument. Ouais. Voilà. Très bien, merci. Moi, j'en ai fini avec les questions. Je vous remercie beaucoup. Bon, moi, il y en a où vous avez déjà répondu, donc on va pas revenir dessus. Par contre, il y a une question qui me tient quand même à cœur, parce que moi, j'ai lu du coup tous vos romans. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait une volonté de laisser une place au possible à la fin de vos romans. En fait, on est toujours un petit peu sur une question ouverte à la fin de vos romans. Et je me demandais si justement, cette volonté un peu de laisser une sorte de page blanche, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après pour les personnages, donc du coup, c'est quoi? C'est en fait après que justement il y a eu cette espèce de déterminisme qu'ils aient été imposés par leur vie, parce qu'ils ont vécu. Vous vous dites à la fin, moi je veux tout laisser possible pour eux. Parce que c'est quand même quelque chose que vous répétez régulièrement, enfin à la fin des romans que j'ai lus en tout cas, où c'est vraiment, on a l'impression que c'est voilà, tout est possible à la fin pour eux. Un roman, en fait, c'est une sorte de comment dire, un épisode de vie. Tous mes romans sont des romans dont on pourrait imaginer que ça s'est vraiment passé et que les personnages, c'est des vraies personnes. Donc, on ne sait jamais. Aujourd'hui, là, on va sortir d'ici, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, c'est ouvert, la vie est ouverte pour tout le monde. Et pourquoi le roman, ça ne serait pas la même chose? C'est votre choix. Il y a des auteurs qui imposent à leurs personnages une direction. Vous leur laissez le choix. Alors je laisse le choix, je donne quand même des directions. Enfin, il y a quand même des choses qui vont probablement se passer. Enfin, il y a quand même une logique. Ce sont des fins ouvertes, mais dont on peut assez facilement imaginer quelles vont être les suites. Et moi j'aime bien laisser de la place au lecteur. J'ai écrit pour être lu. Et quand j'écris, je pense à la personne qui va lire. J'ai dans l'esprit une sorte de lecteur un peu idéal, ouais, voilà, qui me lit par-dessus mon épaule. Et donc j'ai envie que le lecteur soit aussi un acteur de l'histoire, enfin, qu'il soit aussi un peu décisionnaire. Enfin, évidemment, quand dans l'écriture, c'est pas lui qui va pas décider, mais enfin, qui m'accompagne, et puis qu'à la fin, voilà, ça se prolonge. L'histoire se prolonge avec le lecteur. Parce que moi, j'aime bien, en tant que lecteur, quand j'ai fini un livre, le poser et rêvasser un moment dessus en pensant à ce que c'est que cette histoire, à ce que ça m'a évoqué, et à comment j'aimerais que ça se poursuive. Oui, justement, mais Donc, c'est voilà. ce qu'on a, mais c'est pas dans tous les romans. Il y a beaucoup de romans qui nous mettent déjà le générique de fin un petit peu. Ouais. Moi, j'ai trouvé que là, justement, on était encore dans l'élan, en fait, à la fin, où on pouvait, nous, aller au-delà, justement, de ça. Ouais. Et je trouve ça, c'est spécifique. Je pense que c'est mon côté lecteur, c'est ce que j'aime dans la lecture que je reproduis dans l'écriture. Voilà, un peu d'ouverture. Bon, merci beaucoup. Bon, écoutez, moi en tout cas j'ai fini avec mes questions, donc je vous remercie pour cet échange très riche, et si jamais vous avez des questions à lui poser, je vous laisse la parole maintenant, si quelqu'un veut lui poser des questions. Alors, donc vos personnages, ils fuient pour se reconstruire. Bon, ils fuient leur déterminisme social, culturel, et donc ils vont ailleurs, dans des pays exotiques. Cuba, la Nouvelle-Zélande. Bon. Et là, vous dites, il y a de la magie, il y a une culture magique. Mais pour ces populations, je pense que l'occidental qui arrive, il a une culture magique. On l'a vu avec les Indiens d'Amérique, quand les gens sont arrivés, ils vont dire « Ah, c'est magicien, quoi ». Alors, comment vous conciliez ce problème, ce fantasme du personnage qui fuit page blanche,
et puis le fait qu'il va devenir un colon. Au passage, moi je pensais tout le temps, vous incluez les Kanaks dans l'histoire. La colonisation du Pacifique. Ouais. Oui. Ouais. Parce que là, on fait comme si. Oui, oui, les Kanaks, c'est encore. Chaque archipel a une histoire Ouais, enfin, particulière. À la puissance colonisatrice différente. Alors, donc en fait la réponse en fait elle est multiple, hein, parce qu'en fait il n'y a pas de réponse générale, hein, c'est toujours une réponse qui est adaptée à la situation locale. Par exemple, si je vous parlais des marquises, les marquises sont extrêmement mélangées, ils sont très très métissés. Il y a eu beaucoup de passages, il y a eu beaucoup de Chinois qui sont venus travailler aux marquises, donc il y a beaucoup de métissage chinois, et puis il y a beaucoup de métissage européen, français évidemment, mais pas que. Donc un marquisien, il a dans son arbre généalogique une grande variété d'ancêtres. Donc les marquisiens, enfin, il y a aussi une petite communauté métropolitaine qui vit là-bas, souvent mariée avec des locaux. Donc en fait, là on est dans un grand mélange, et ce qui fait lien, c'est la culture locale. C'est-à-dire que tout le monde adhère à la culture marquisienne, aux chants, aux danses, blanc ou pas blanc. Les gens se mettent avec des ceintures de feuilles, ils se mettent de la pâte rouge, ils se dessinent des têtes quand ils n'en ont pas, et ils participent aux danses collectives. Mais vous disiez qu'ils ont été acculturés, alors justement. Oui, ils ont été acculturés au 19e, mais jusque... Mais encore, mais c'est vraiment, on est vraiment dans une espèce de syncrétisme franco-marquisien. Aujourd'hui, d'ailleurs, les gens disent qu'ils ne sont plus vraiment des marquisiens, ils sont des néo-marquisiens. Parce qu'ils sont tellement mélangés, qu'ils ont tellement oublié ce qu'ils étaient avant. Enfin, je pense à un grand fossé entre ce qu'étaient les marquisiens avant l'arrivée des Européens et ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une culture en partie réinventée qui fait lien entre ces populations. Et puis je pense que tout le monde participe, parce qu'en fait c'est la culture qui fait même vivre les marquises. Il n'y a pas d'autre production exportable, Ouais. à part éventuellement du thon, que la culture. Donc en fait, chaque île a des tas de groupes de danse et des artisans, etc. Et les groupes de danse, c'est toute la population qui un jour ou 2 jours par semaine se rassemble pour danser, etc. Et que même le métropolitain qui est psychologue scolaire ou qui est prof, etc., et qui est là pour 4 ans, il va se mettre à danser avec les autres. Donc là, on n'est plus dans le colonialisme, alors on est vraiment dans une société métissée, polynéso-occidentale, je dirais. Et quant à la Nouvelle-Zélande, là aussi, les Maoris ne sont plus que 15% de la population. Il y a 15% d'insulaires du Pacifique de partout, de tout le Pacifique, des Samoans, des Fidjiens, des gens qui viennent il y a aussi de Nouvelle-Calédonie, il y a des gens de partout, principalement des Samoans quand même, c'est quand même l'archipel le plus proche, des gens des îles Cook, etc. Donc ce qu'ils appellent là-bas les Pacific Islanders, donc, qui sont à peu près autant que les Maoris, donc avec plein d'unions transversales. Et puis les Pakeha, donc, comme on nomme les Européens, tous ceux qui ne sont pas Maoris et pas insulaires du Pacifique, ce sont les Pakeha. Donc les Pakeha, qui sont souvent des descendants anglaises ou écossaises. Mais alors ça c'est la base de la population, mais il y a aussi tout un tas d'apports extérieurs européens ou
du bassin méditerranéen, il y a des Grecs, il y a des Croates, il y a des Libanais, enfin, il y a des gens de partout. Donc là aussi, c'est une société post-coloniale. Alors, la différence, c'est qu'en fait, il y avait quand même deux populations de base, et il y a eu les Anglais en Nouvelle-Zélande, même s'ils ont été abominables comme toujours, comme partout, ils ont quand même au début signé un traité de reconnaissance avec les Maoris, qui s'appelle le traité de Waitangi. Le traité qui a encore une valeur aujourd'hui. Traité qui reconnaissait aux chefs maoris la propriété de leurs terres et l'égalité des droits avec les Anglais. Et c'était donc la population et le pays étaient placés sous la responsabilité de la royauté anglaise. Donc ils devenaient tous sujets de la couronne britannique, mais ils gardaient théoriquement la propriété de leurs terres, etc. Sachant qu'aujourd'hui ils ont tout perdu, c'est-à-dire que le traité n'a jamais été, respecté, mais il reste les gouvernements progressistes récents, notamment Jacinda Ardern, qui était première ministre très populaire, avait créé un tribunal, le tribunal de Waitangi, dont le but était la spoliation des tribus maoris et leur juger sur la base de l'accord de Waitangi, et donc dédommager ou restituer. Et donc il y a eu, grâce à ce tribunal, des compensations financières très importantes sur des gens qui avaient perdu quasiment tout leur territoire et à qui on a donné beaucoup d'argent, parce que le territoire on ne peut pas leur rendre, parce que c'est maintenant tout est cultivé partout. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'une société aussi multiculturelle, enfin que vous décrivez, actuellement, après ces gouvernements progressistes, actuellement, c'est un gouvernement d'extrême droite. Mais ouais. Bah oui, mais c'est peut-être pas un hasard. Vous voyez partout. Oui, mais c'est voilà, donc on revient. Il y a toujours dans les populations, en tout cas, malheureusement en Nouvelle-Zélande, la partie blanche, la partie Pakeha, est toujours restée très conservatrice, puisque ils ont voulu changer le drapeau pour se détacher du Commonwealth, retirer le drapeau anglais. Et ben, il y a une majorité contre. Le traité, voilà, il y a toujours, voilà, les progressistes sont là à un moment, mais les conservateurs finissent toujours par revenir. Et les progressistes qui sont plutôt du côté des Maoris, il y a un jeu de balancement. Un jeu de balancement. Et puis, non, mais c'est vrai qu'il y a. Il me semble que Oui, il y a le Trumpisme mondialisé qui est. Oui, enfin, c'est quand même structurel. À la présence, parce qu'en plus, dans le corps électoral, alors ils sont majoritaires, les Blancs, oui, ça passe. Ah bon, donc ils les ont suffisamment, oui. D'accord, 70%. même malgré les apports, 70%. est-ce qu'on ne peut pas parler à la fois de multiculturalisme, de gens qui sont venus de partout, c'est un peu idéal comme ça, et puis de buter sur, non, chaque fois, c'est l'extrême droite. Appelons les choses conservateurs, c'est mou comme bon. C'est toujours un combat. Mais on bute. C'est toujours un combat. Parce que moi, la fuite, la page blanche et la fuite, mais je prends tout de suite. Hein. C'est ma nature de chasseur-cueilleur. Bon, mais on bute. Et alors, en Nouvelle-Calédonie, parce que là, c'est nous, quoi. Donc, on a peuplé de gens français qui sont partis en page blanche, qui ont fui, qui ont rêvé de ça pour le meilleur, hein, pour se détacher des déterminismes pesants, du chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. Bon, donc, vraiment des gens... je pense, plein de bonne volonté, individuellement, hein, puisqu'il n'y a pas... Mais, voilà, là, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui... On ne s'en sortira jamais de ça. On s'en sortira jamais. Il y aura toujours les dominants qui ne veulent pas perdre leur privilège.
Portugais et les dominés qui Non, cherchent- non, mais moi, ce qui m'intrigue, c'est que ça part, c'est pas un grand complot, hein, mais ça part d'individus. Moi, ce qui m'intéresse dans vos livres, c'est en effet que ce soit des individus un peu complexes, mais moi, auxquels je m'identifie bien, hein, et qui ont cette envie d'ailleurs, quoi, de reconstruire, donc c'est des valeurs nobles, mais tous ces petits individus, un par un, ça fait ça, y compris en France, hein. Voilà, Envie ou nécessité de la guerre. Là, dans le cas présent, c'est presque une nécessité. Ouais, enfin, nécessité psychologique, oui. C'est aussi parce que c'est possible, parce qu'il y a déjà une colonie. Hein. Ouais, mais une fois qu'on est dans l'ailleurs, en fait, c'est plus un ailleurs, c'est là. Hein. Donc, moi, c'est la responsabilité de cet individualisme, voilà, Après, c'est- qui après, fait, qu'est-ce qu'on fait sur place qui fait, Qu'est-ce qui qu'on fait fait sur place avec ce qu'on ce qu'on est, fait avec sur ce qu'on place. est, avec ce qu'on apporte, Ouais. puis avec ce qu'on est prêt à accepter de l'autre qui est sur place. C'est je un- bute sur, on massacre, hein, c'est un- on massacre. c'est la vie. C'est la vie quotidienne et c'est les enjeux des rapports des individus les uns avec les autres. Ouais, mais ouais. Mais de toute façon, c'est un combat quotidien. Et c'est un combat pour. Et de toute façon, la situation en Nouvelle-Zélande aujourd'hui est très difficile. Et donc, Lisa, il y a quelque chose que j'ai oublié. Elle est bilingue, quoi. Elle a une langue anglaise. Oui, oui, oui. Donc en fait, elle a un retour aussi du côté de la langue maternelle. Ça ajoute un autre élément. Oui, c'est vrai. Elle n'est pas complètement. Elle a un moitié anglaise. Enfin, elle pouvait partir en Angleterre. Ouais, bah, Mais c'est c'est pas le vrai même que les- dépaysement. Hein. Ben voilà, donc C'est vrai que les. Elle aurait pu partir en Irlande. elle va contribuer à ce que ce soit quand même une majorité d'Occidentaux en Nouvelle-Zélande. Oui, parce que de toute façon, les Néo-Zélandais anglophones, enfin, les Pakéas qui viennent d'Angleterre, sont très liés avec les Anglais d'Angleterre. Et même avec les Américains et avec les Australiens. Enfin, c'est tout un relationnel familial qui fait que voilà, les Néo-Zélandais les jeunes font toujours un séjour en Occident à la fin de leurs études, etc. C'est un pays qui est très relié au monde anglophone. Et c'est pas forcément le cas des Maoris. Les Maoris n'ont pas forcément allé en Angleterre. Eux, ils sont vraiment ils sont là, quoi. Donc c'est des populations qui vivent côte à côte en se mélangeant pour partie, mais qui n'ont pas les mêmes imaginaire, pas la même place. Donc Mais à égalité, pas égalité. ah ben voilà, Pas égalité. ce serait merveilleux si on avait chacun son imaginaire. Non, pas égalité. Mais- Enfin, moi, je pointe quand même la responsabilité du romantisme de l'individu, on va dire français ou européen, enfin, le romantisme qui continue à être très fort de ah ben on part, et puis non, moi je me débarrasse, dès que je suis dans l'avion ou dans le bateau, je me débarrasse de mon déterminisme. Ça, c'est d'une malhonnêteté mais politique, humaniste, totale, quoi. Parce que je ne me débarrasse pas, je vais arriver dans ces pays avec mon romantisme et je vais massacrer. Pas tous, quand même. Non, Aujourd'hui, puis quand quand même, même, on est les là-dedans. dedans. Aujourd'hui, Je on pense n'est pas pas qu'ils aient tellement. Eh ben, L'esprit citez-moi un colonialisme, pays, citez-moi. Il y a un changement quand Il y a même. un changement de mentalité quand même. Moi, j'ai des amis qui sont partis en Australie. En Australie, quand vous arrivez sur l'île, vous devez apprendre l'histoire du pays, vous devez passer des épreuves pour montrer que vous avez intégré la culture. Ah non, les mais valeurs. l'Australie, c'est un pays occidental. Et Donc celui-là, là, oui. c'est pareil. Les Occidentaux qui vont arriver là-bas, ça n'empêche qu'ils Là, arrivent ils ont avec leurs propres massacré tout le valeurs. monde, donc. Mais oui. avant, aujourd'hui, ils n'arrivent pas avec une hache pour leur taper dessus. Ils arrivent avec leurs valeurs à eux, mais ils sont obligés Non, mais d'intégrer en vous fait, les valeurs du arrivez pays.
Vous arrivez enfin, un Français arrive en Australie, il n'arrive pas dans un pays d'une autre culture, il arrive exactement dans la même culture. C'est un pays occidental, avec toutes les normes occidentales, économiques, culturelles. Oui, mais quand on fuit quelque chose comme apparemment les personnages de votre bouquin, quand on fuit quelque chose, quand on part là-bas pour fuir quelque chose, on ne devient pas un colonialisme, on est plutôt un marginal total dans le pays. Où... C'est ce qu'ils disent quand on arrive là-bas. Voilà, tout n'est pas blanc ou noir. Hein, donc, absolument. Il y a un auteur maori que j'ai rencontré, le Witi Merea, dont je parle dans le bouquin, là, qui est venu écrire, qui a eu une résidence d'écriture en France, à côté de Nice. Il a écrit un roman qui se passe dans le monde maori, en Nouvelle-Zélande, mais il l'a écrit en France. Et quand on lui parle du fait qu'il écrit en anglais, il dit l'anglais c'est une prise de guerre. Et il revendique l'anglais comme une prise de guerre. Et il revendique même les mythes européens comme des prises. Ça lui appartient maintenant à lui. Puisque les Anglais sont venus avec leur culture, lui, il l'apprend. Ça, c'est le colonialisme positif. Il en fait, par exemple, l'histoire du masque de fer, il a fait un bouquin là-dessus, sur l'histoire du masque de fer. Mais il l'a réadapté version maori. Et il a tiré parti. C'est ça qui est intéressant dans le mélange. C'est comment l'autre, en fait, va transformer, va s'approprier et transformer.